L'histoire commence la nuit, lorsqu'un agent de sécurité d'école rencontre une femme lors de sa patrouille. Celle-ci lui parle avec audace, et l'agent finit par succomber à son charme. Au même moment, Feng rentre chez lui et les voit ensemble. Il décide de poursuivre sa route sans intervenir. Peu après, il entend l'agent de sécurité crier. Au lieu de vérifier ce qui se passe, Feng court, ne voulant pas être vu. Il ne réalise pas que ce cri n'était pas de joie, mais de peur, car la femme était en réalité un monstre qui a tué l'agent de sécurité. Cette même nuit, Feng se met à rêver d'une fille de l'école nommée Suji, pour laquelle il a le béguin. Dans son rêve, son apparence change de façon effrayante, le réveillant en sursaut. Après le cours, Feng raconte son rêve à ses amis et ses sentiments pour Suji. Ses amis se moquent de lui et lui disent d'abandonner, car elle est trop forte pour lui. Mais Feng l'ignore et reste déterminé. Soudain, Suji apparaît derrière eux et surprend la scène. Tout le monde s'attend à sa colère. Mais, à la surprise générale, elle demande calmement à Feng de l'accompagner à son appartement. En marchant, Suji évoque quelques crimes récents. Elle dit que l'une des dernières victimes était le gardien de sécurité de l'école. Elle explique qu'à cause de ces événements, elle a peur de rentrer seule chez elle. Feng tente de la rassurer, affirmant que seuls des hommes ont été attaqués jusqu'à présent et qu'elle n'a donc pas à s'inquiéter. Mais elle répond que c'est peut-être elle qui devrait le protéger. Soudain, l'expression de Suji change, laissant Feng perplexe. Feng commence à avoir des vertiges et pense que c'est peut-être dû au manque de sommeil ou au cauchemar de la nuit précédente. Suji le surprend en lui disant qu'elle l'apprécie aussi. Comme il n'y a pas d'école le lendemain, elle l'invite à sortir avec elle. Feng accepte avec joie. Pendant ce temps, la femme qui a tué le gardien est en réalité un monstre de la forêt nommé Ren. Elle continue d'attaquer de nouvelles victimes pour absorber du mana, une énergie magique. Le lendemain, Feng retrouve Suji devant un hôtel. Il est impatient de voir ce qui pourrait se passer pendant leur rendez-vous. Au même moment, Ren séjourne dans le même hôtel qu'une autre victime. Suji emmène Feng faire du shopping, essaie plusieurs robes qui lui vont à ravir, et Feng finit par dépenser une fortune. Après cette rencontre, Feng se retrouve avec presque toutes ses économies et commence bientôt à travailler pour en gagner davantage. Alors qu'il travaille, Feng entend un homme appeler à l'aide dans une pièce voisine. Il frappe à la porte, mais personne ne répond. Il s'approche pour mieux écouter, ignorant que l'homme à l'intérieur est déjà mort. Soudain, la porte s'ouvre et il découvre Ren. Elle perçoit immédiatement le puissant pouvoir qui sommeille en Feng et tente de le charmer. Mais quelqu'un approche, alors elle l'interrompt et lui tend une carte de visite avant de refermer la porte. À l'intérieur, Ren est satisfaite, persuadée d'avoir enfin trouvé la source de pouvoir qu'elle cherchait. Après le travail, Feng va boire un verre et s'enivre rapidement. Il s'endort au bar. Lorsque le propriétaire tente de fermer l'établissement, Feng se réveille et appelle Suji pour lui demander de venir le chercher. Mais elle prend une douche et n'entend pas l'appel. Désespérée, Feng demande au propriétaire du bar d'appeler le numéro indiqué sur la carte que Ren lui a donnée. Ren arrive, surprise que son plan ait fonctionné si facilement. Pendant ce temps, Suji voit l'appel manqué et tente de rappeler Feng, mais son téléphone est éteint. À son réveil, Feng est choquée de voir Ren à ses côtés. Elle tente de le reconquérir. Au même moment, Suji commence à sentir que quelque chose cloche et part à sa recherche. Ren force Feng à lui dire qu'il l'aime, car il a besoin d'entendre ses mots pour absorber son pouvoir. Avant qu'elle ne puisse le faire, Suji apparaît soudainement. Furieux, Ren frappe Suji. Mais Suji bloque le coup et riposte d'un puissant coup de pied. Ren tente d'attaquer à nouveau, mais Suji est plus rapide et riposte. Feng est impressionné par la force de Suji. Mais tout bascule lorsque Ren utilise ses pouvoirs de monstre forestier pour piéger Suji. Alors qu'il s'apprête à la tuer, Feng saute et bloque l'attaque. Suji devient furieuse. Elle révèle alors son véritable pouvoir. Elle n'est pas humaine non plus. En réalité, c'est un renard magique, une autre créature surnaturelle qui vit déguisée parmi les humains. Suji utilise ses pouvoirs et lance une puissante attaque sur Ren, provoquant une énorme explosion. Ce combat révèle à Feng que Ren et Suji ne sont pas humains, et il réalise que sa vie ne sera plus jamais la même. Maintenant que son pouvoir caché a été révélé et que des créatures magiques sont à ses trousses, Feng doit affronter un nouveau monde dangereux, où les monstres vivent cachés et où le pouvoir peut être à la fois un don et une malédiction. Ren riposte rapidement par une attaque puissante, mais Suji riposte avec un autre coup puissant. Ren peine à suivre et décide de fuir. Plus tard, Feng se réveille et découvre la véritable forme de Suji pour la première fois. Il sait maintenant qu'elle n'est pas humaine non plus. Suji tente de plaisanter en disant qu'elle ne s'est approchée de lui que pour le manger. Feng sursaute et s'évanouit à nouveau. Pendant ce temps, Ren s'effondre sur une place publique suite à ses blessures. Allongée, elle rêve du moment où elle a abandonné ceux qu'elle aimait pour prendre forme humaine. Un homme s'approche pour l'aider, mais au lieu d'accepter son aide, elle le tue pour absorber de l'énergie et se soigner. Le lendemain, vers midi, le gérant de l'établissement où Ren séjournait va vérifier la chambre, mais est choqué de la trouver complètement détruite. Au même moment, Feng se réveille et est accusé d'être responsable de toute la destruction. 2 jours plus tard,
Feng n'a toujours pas vu Suji à l'école. Il est confus et perturbé par tout ce qu'il a vu cette nuit-là. Ses amis remarquent son comportement étrange et pensent qu'il a rompu avec Suji. Soudain, Suji apparaît et s'assoit à côté de lui. Elle plaisante, et les amis s'éloignent, les laissant seuls. Elle invite Feng à déjeuner avec elle. Au restaurant, Suji lui tend une loupe. En regardant à travers, il retrouve sa véritable forme. Elle lui demande d'utiliser la loupe pour observer les autres personnes présentes. Feng est stupéfait de découvrir que certains d'entre eux sont aussi des monstres déguisés. Pendant ce temps, Ren se rend sur un chantier et attaque les ouvriers pour continuer à absorber de l'énergie. En marchant, Suji explique à Feng que les monstres vivent parmi les humains depuis longtemps. Il ne devrait donc pas être si surpris. Feng s'inquiète du danger que ces créatures représentent pour les humains. Suji explique que, la plupart du temps, elles ne font pas de mal grâce à un traité de paix entre les humains et les monstres. Mais elle prévient également que tout le monde ne respecte pas cet accord. Certains, comme Ren, considèrent les humains comme dangereux et ne sont pas dignes de confiance. Elle conseille donc à Feng de rester vigilant et prudent. Un ouvrier du bâtiment s'apprête à appeler son équipe lorsqu'il voit quelque chose d'effrayant. Terrifié, il appelle immédiatement la police. Le chef de la police s'entretient avec un expert d'un groupe spécial nommé Ziba pour tenter de résoudre le nombre croissant de morts mystérieuses impliquant des hommes. Ziba demande 3 jours pour trouver des réponses, et malgré l'urgence de la situation, le chef accepte ce délai. Ziba se rend sur le chantier et comprend rapidement qu'un monstre de la forêt est derrière les meurtres, le reconnaissant à la façon dont les victimes ont été attaquées. Il contacte alors son partenaire, qui suit secrètement Ren, et celui-ci l'informe que Ren est désormais à l'école de Feng. Ziba prépare alors un bol d'eau spéciale, mélange un ingrédient secret et le jette à l'entrée de l'école. Pendant ce temps, Feng est occupé à rechercher des monstres autour de l'école. Les autres élèves sont inquiets à cause de son comportement étrange. Plus tard, Feng aperçoit un groupe d'amis rassemblés autour d'un arbre. En l'examinant à la loupe, il découvre, à sa grande surprise, que l'arbre est en fait Ren. Lorsqu'elle s'approche de lui, Feng tente de s'enfuir, mais elle le retient grâce à ses pouvoirs de liane. Elle le menace, lui disant que s'il ne l'accompagne pas, ses amis seront blessés. Craignant pour leur sécurité, Feng accepte de l'accompagner. À la sortie de l'école, un policier les aperçoit et se montre méfiant, mais ne fait rien pour les arrêter. Ren emmène Feng au sommet d'un immeuble. Là, elle lui annonce qu'après l'avoir mangé, elle n'aura plus besoin de tuer d'autres hommes, car Feng est différent des autres. Feng comprend enfin que Ren est responsable de tous les meurtres de la ville. Elle révèle également qu'elle veut se venger des humains, car elle a perdu ceux qu'elle aimait il y a longtemps. Autrefois, Ren et un autre être de la forêt comme elle était connue sous le nom de Jeunes Arbres. Ils rêvaient tous deux de devenir humains un jour. Ren avait des rêves particulièrement ambitieux et voulait vivre comme un humain. Un jour, ils apprirent qu'un immeuble allait être construit là où ils vivaient. Au début, Ren était heureuse, pensant que cela leur permettrait de vivre plus près des humains. Mais son ami lui expliqua que la construction signifiait l'abattage de tous les arbres. Cela les rendit très tristes. Lorsque les arbres commencèrent à être abattus, les jeunes pousses décidèrent de se sacrifier pour que Ren puisse survivre et poursuivre son rêve. Ren fut bouleversé d'apprendre que son ami avait également choisi de se sacrifier pour le protéger. Grâce à cela, Ren put se transformer en humain. De retour dans le présent, Ren, furieux, attaque soudain Feng. Heureusement, Feng parvient à esquiver le coup, et en réponse, Ren resserre les lianes autour de lui. Alors qu'elle commence à mettre son plan à exécution, Suji sent que Feng est en danger. Elle dit au professeur qu'elle doit aller aux toilettes, prétextant une telle situation pour se précipiter à son secours. Ren ne réalise pas que Ziba et d'autres membres du clan taoïste observent la situation de loin. Ils restent cachés et surveillent la situation de près. Feng se sent sur le point de mourir, mais soudain, une énergie intense jaillit de son corps, forçant Ren à battre en retraite. Feng est choqué par l'étrange et puissante sensation qui le submerge. Ren tente de l'attaquer à nouveau, mais la nouvelle puissance de son corps le protège. Elle attaque à plusieurs reprises, mais Feng parvient finalement à riposter. Pour l'empêcher de se battre, Ren utilise ses pouvoirs pour le maîtriser. À son approche, Feng parvient à détruire les vignes d'un nouveau jet d'énergie. Les deux hommes se lancent simultanément, mais soudain, le pouvoir de Feng disparaît, l'affaiblissant. À ce moment, Suji arrive juste à temps pour le sauver. Elle révèle sa véritable forme, et lorsque Ziba la voit, il commence à comprendre ce qui pourrait arriver. Suji frappe accidentellement Feng avec son pouvoir pendant le combat. Elle lance immédiatement plusieurs attaques sur Ren. Tentant d'esquiver les attaques de Suji, Ren libère également sa propre énergie puissante. Cette force fait pousser un arbre géant, enveloppant le bâtiment où la construction était sur le point de commencer. Alors que Suji s'apprête à entrer, Feng tente de l'en empêcher, craignant pour sa sécurité. Malgré cela, Suji entre, déterminée à affronter Ren. Alors qu'elle la cherche, Ren apparaît soudainement et attaque. Suji est frappé à plusieurs reprises et n'a d'autre choix que d'utiliser ses propres pouvoirs pour se défendre. Les deux continuent de se battre,
échangeant de fortes attaques l'un contre l'autre. Ren dit quelque chose, puis assène un coup si puissant qu'il détruit complètement le bâtiment. Ziba et son groupe observent la scène de loin. Voyant le déroulement du combat, Ziba décide de partir, sachant déjà qu'il emportera. Il remarque également quelque chose d'important concernant Feng, leur cible principale. Feng se met à la recherche de Suji parmi les décombres. Lorsqu'il aperçoit une main, il pense que c'est la sienne. Mais c'est en réalité Ren qui se relève et tente de l'attaquer à nouveau. Cependant, les lianes qu'elle lance brûlent avant qu'elle ne puisse le toucher. Suji apparaît également peu après, et le combat continue. Ren se déchaîne contre Suji, mais malgré un échange de coups intenses, Suji la vaincra, même en utilisant son attaque la plus puissante. Suji ordonne alors à Ren de restituer toute l'énergie vitale qu'elle a prise aux autres et de reprendre sa véritable forme. Mais Ren a d'autres plans. Avant que Suji ne puisse l'arrêter, Ren disparaît. Après avoir disparu, Ren reprend sa forme d'arbre originelle. De nombreux petits esprits de la forêt, ou jeunes arbres, se rassemblent autour d'elle et la conduisent à une porte mystérieuse. Lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre une forêt d'arbres. Puis, la porte et les jeunes arbres disparaissent. Submergée par le désespoir, elle se met à pleurer. Soudain, son ami disparu apparaît et la serre doucement dans ses bras. Un jour, Feng se rend au centre de distribution pour voir s'il y a des livraisons pour lui. On lui demande également d'aller chercher un colis pour un ami. À sa grande surprise, le colis de cet ami est une grande poupée. Le colis ayant déjà été ouvert, de nombreux étudiants le fixent du regard tandis qu'il ramène tout à son dortoir. Ignorant que quelqu'un l'attend secrètement, Feng tombe sur une fille qui avait délibérément organisé cette rencontre. Elle s'appelle Go Shuang. Lorsqu'elle tend la main pour l'aider, elle finit par prononcer son nom de manière provocatrice. Cela rappelle à Feng le comportement de Ren. Il prend peur et s'enfuit, abandonnant les colis. Go Shuang se souvient alors de la mission qu'il a reçue de Maître Ziba. Elle a reçu pour instruction d'observer discrètement Feng et de le protéger, persuadée qu'il pourrait également voir des monstres. Alors que Go Shuang s'apprête à récupérer la boîte laissée par Feng, Suji arrive et s'interroge sur ses intentions. Suji reconnaît immédiatement quelqu'un qui ressemble à Go Shuang, et Go Shuang comprend que Suji est l'esprit du renard. Elle ignorait que Suji était également élève dans la même école. Suji la met en garde contre tout acte suspect envers Feng. Plus tard, lorsque Feng arrive dans sa chambre, il est surpris d'y trouver Go Shuang. Elle a suivi l'adresse sur le colis et a découvert où il habitait. Elle lui rend le colis et lui demande soudain s'il pourrait être son petit ami. À ce moment-là, un ami de Feng remarque que la boîte est déjà ouverte et accuse Feng d'en avoir falsifié le contenu. Une dispute éclate entre eux, et Go Shuang quitte la pièce en silence. Quelques heures plus tard, Feng retrouve Suji au restaurant pour déjeuner. Il s'excuse d'avoir perdu la loupe. Suji affirme que c'était un objet ordinaire. Elle explique alors que Feng est très spécial. Il possède un don rare qui lui permet de voir les monstres sous leur véritable forme. La blessure de Ren a brièvement brisé le sceau de sa poitrine, révélant ainsi son pouvoir caché. Ziba soupçonne Feng d'être celui aux yeux mythiques. Suji lui conseille donc de le surveiller de près à partir de maintenant. Elle l'avertit que son pouvoir peut attirer les monstres et qu'il doit donc toujours être vigilant. Feng commence à lui parler de la fille qu'il a rencontrée plus tôt, mais ne réalise pas que Go Shuang est déjà derrière lui. Feng demande rapidement pourquoi Go Shuang est au restaurant. Suji, elle aussi, est curieuse et s'interroge sur leur relation. Furieuse, Suji utilise son pouvoir et transforme l'eau de la tasse en vapeur. Go Shuang répond calmement, utilisant son propre pouvoir pour transformer la vapeur en eau, mais Suji la dissipe à nouveau. Malgré cela, ne voyant pas Go Shuang comme une réelle menace pour Feng, Suji décide de ne pas s'impliquer davantage et part avec lui. De retour au dortoir, Go Shuang les suit silencieusement. Le lendemain matin, à son réveil, Feng la trouve déjà en train de l'attendre. Déterminée à mener à bien sa mission, Go Shuang reste aux côtés de Feng toute la journée. Partout où il va, elle le suit. Elle lui apporte même souvent à manger. Tandis que Feng joue avec ses amis, il ne remarque même pas qu'elle participe au jeu. Elle se montre très habile et gagne facilement. Plus tard, un ami de Feng lui pose des questions sur ses devoirs de maths. En chemin, il croise Go Shuang, encore contrarié d'avoir perdu. Elle leur tend leurs devoirs terminés. Feng est stupéfaite de constater qu'elle a même terminé ses maths. Au début, ses amis sont en colère contre lui, mais en apprenant que Go Shuang les a aidés, il change d'avis et se rapproche rapidement d'elle. Peu après, Go Shuang rejoint leur classe et est choisi comme délégué de classe. À partir de ce jour, elle ne cesse de fréquenter Feng, ce qui suscite la jalousie de nombreux camarades. Un jour, une fille d'un groupe d'élèves force Feng à rejoindre son club parce qu'elle a le béguin pour lui. Lorsqu'elle le touche, Go Shuang apparaît et utilise un talisman magique pour effrayer tout le monde, les faisant fuir. Alors qu'il s'apprête à partir, Feng lui demande finalement de cesser de le suivre. Malgré son insistance, elle refuse d'obtempérer. Cette nuit-là, Go Shuang réalise que sa tâche est plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Son aîné, Yan, de retour de l'étranger, l'appelle et lui conseille de ne pas prendre la mission trop au sérieux, même si elle lui a été confiée par son maître. Pourtant, Go Shuang ne change pas d'avis. Elle continue de suivre Feng, non seulement à cause de la mission,
mais aussi parce qu'elle veut savoir par elle-même s'il mérite vraiment le traitement de faveur qu'il reçoit. Le lendemain, alors que Feng mange silencieusement ses nuits instantanées, Go Shuang entre par la fenêtre et ajoute une saucisse à son repas. Après cela, elle commence à boucher de petits trous dans la pièce, pensant qu'il pourrait être dangereux pour Feng. À cet instant, elle lui confie sa mission, le protéger. Lorsque Feng demande qui lui a confié cette mission, un événement étrange se produit. Son corps se raidit et il ne peut plus bouger. Go Shuang avait secrètement ajouté une drogue spéciale à la saucisse, une substance si puissante qu'elle pourrait même endormir un éléphant. Sur ce, elle décide enfin de mettre à exécution ce qu'elle préparait depuis longtemps. À ce moment, les amis de Feng entrent dans la pièce. Pour cacher la vérité, Go Shuang utilise une autre ruse et force le corps de Feng à obéir à ses ordres. Il est alors totalement sous son contrôle, incapable de résister à ses ordres. Elle l'emmène dans une auberge, mais l'aubergiste entre en colère en voyant Feng. La dernière fois que Feng y est allé, il a causé des dégâts sans en payer le prix. Pour cette raison, l'aubergiste refuse de leur donner une chambre. Cependant, Go Shuang jette de l'argent sur le comptoir et l'homme, pris de peur, lui remet la clé sans discuter. Dans la chambre, alors que Go Shuang s'apprête à mettre son plan à exécution, ses émotions prennent le dessus. Elle se sent coupable et fond en larmes. Dans la confusion, elle frappe Feng au nez et s'enfuit par la fenêtre. Un homme dans une autre chambre la voit sursauter. L'aubergiste se précipite pour voir ce qui s'est passé et se met à nouveau en colère en voyant la fenêtre brisée. Juste à ce moment, un autre homme apparaît, disant vouloir demander un service à Feng. Il l'emmène dans un restaurant chic pour discuter de ses besoins. Lorsqu'il se présente comme l'aubergiste, Feng pense qu'il va lui demander de l'argent. Mais le gérant promet qu'il effacera sa dette s'il accepte de l'aider. Il promet également de le rembourser, ce que Feng accepte rapidement. Le gérant demande alors à Feng de mettre des lunettes spéciales. Dès qu'il les enfile, Feng réalise que le gérant est lui aussi un monstre. Il demande l'aide de Suji, l'esprit renard, qui se trouve dans un bâtiment voisin et surveille tout. Pendant ce temps, Ziba rend visite à Suji et lui parle de Feng. Il lui demande si elle ne s'inquiète pas du danger auquel Feng pourrait être confronté, l'avertissant que d'autres monstres s'en prendront bientôt à lui. Suji répond en disant que ces monstres sont faibles et égoïstes, ne cherchant qu'à voler l'énergie des humains. Ziba évoque alors un élément de son passé qui la met en colère. Elle l'attaque, mais Ziba esquive et s'en va sans combattre. Pendant ce temps, le gérant continue de parler à Feng. Il explique qu'un crime a récemment été commis dans l'une des chambres de l'auberge. Il craint que cela ne se reproduise et que l'auberge ne soit fermée à cause de cela. Il demande donc l'aide de Suji pour trouver le monstre responsable. Feng n'est pas sûr que Suji acceptera sa demande, mais après avoir reçu la compte, il accepte d'essayer. Pendant leur absence, le gérant tombe soudainement malade et décide de rentrer chez lui. Feng ignore que Go Shuang le suit toujours en secret. Le lendemain, Feng rencontre Suji et lui fait part de la demande du directeur. Mais elle refuse immédiatement. Malgré son insistance, elle ne changera pas d'avis. Elle affirme que cela n'a rien à voir avec elle et conseille à Feng de se mettre en quête du clan taoïste ou de Go Shuang. De retour dans la chambre, Feng remarque de la nourriture sur le lit et réalise que Go Shuang est là. Il lui demande de partir et elle apparaît du placard. Feng lui demande de l'aide. Go Shuang ayant déjà entendu tout ce que Feng et le gérant ont dit, elle comprend la situation et accepte de l'aider. Cependant, elle perçoit une étrange énergie émanant du monstre impliqué, alors elle dit à Feng qu'ils doivent être prudents et élaborer un plan efficace. Cet après-midi-là, Feng et Go Shuang se rendent directement à l'auberge pour commencer leur enquête. Au même moment, le monstre à l'intérieur de l'auberge remarque également leur présence. À leur arrivée, le gérant les accueille et Feng présente Go Shuang. Pendant que Go Shuang commence à inspecter les lieux, Feng attend dans l'une des chambres. Au bout d'un moment, Go Shuang termine l'inspection et montre à Feng le plan qu'elle a préparé. Elle ne perd pas de temps et commence les démarches pour attirer le monstre qu'il recherche. Go Shuang sort de son sac une bouteille magique contenant une puissante énergie spirituelle. Un esprit féminin, créé pour attirer le monstre, en émerge. Peu après, Go Shuang perçoit un mouvement et sait que le monstre approche. Sans prévenir, elle jette Feng par la fenêtre pour le protéger et active le dispositif qu'elle avait placé sur son dos, lui permettant d'atterrir indemne au sol. Dès que le monstre entre dans la pièce, il attaque Go Shuang. Heureusement, elle bloque le coup à temps. Elle utilise alors une de ses techniques spéciales, forçant le monstre à battre en retraite. Sans hésiter, elle lui assène un autre coup puissant qui le projette dans les airs. Malheureusement, l'attaque de Go Shuang ne suffit pas à vaincre le monstre, et le combat continue. Ils échangent plusieurs coups puissants jusqu'à ce que le monstre marche accidentellement sur un piège que Go Shuang avait tendu. Lorsqu'il tente de se relever, elle attaque rapidement et le piège. À cet instant, le monstre se souvient d'avoir combattu une femme autrefois très semblable à Go Shuang. Il commence à croire qu'il s'agit de la même personne. Puis, le monstre abandonne le corps de l'aubergiste, et c'est seulement alors que Go Shuang réalise que la véritable forme de son ennemi est celle d'un démon loup. Après avoir subi plusieurs attaques du démon, Go Shuang décide de détruire toute la pièce. Alors qu'elle tente de s'échapper, l'environnement change radicalement. Elle est presque capturée et dévorée, mais parvient à les esquiver à temps. Poursuivant sa fuite, elle se retrouve encerclée par de nombreuses portes,
toutes contrôlées par le démon. Pour s'échapper, elle déclenche une puissante explosion. Cela inquiète Feng, car le plan initial était de détruire une seule pièce, et non le bâtiment entier. Feng tente de s'enfuir à l'intérieur, mais l'aubergiste l'en empêche. Pendant ce temps, le démon capture à nouveau Go Shuang. À l'approche du démon, Go Shuang active un engin explosif caché qu'il avait apporté avec lui. Cela lui donne une chance de s'échapper et elle court vers la porte principale du bâtiment. Au même moment, Feng se libère de l'aubergiste et court vers l'entrée. Il voit Go Shuang courir vers la sortie. Mais alors qu'elle s'apprête à ouvrir la porte, le démon la rattrape et la tire à l'intérieur. La scène est identique à celle du moment précédent où elle a été entraînée. Cependant, le démon ignore que, cherchant une sortie, Go Shuang a dissimulé des explosifs dans le bâtiment. Elle les active tous d'un coup. L'explosion est violente. Même Feng, qui se trouve à l'extérieur, est touché par l'onde de choc et perd connaissance. Au bout d'un moment, Feng commence à se souvenir d'une vie antérieure. Dans cette vie, il s'appelait Jimban et avait un ami très proche, Go, qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Tous deux étaient membres du clan taoïste, et ils avaient aussi Suji, qui avait aidé Jimban à apprendre diverses techniques spirituelles. Un jour, les chefs de plusieurs clans puissants se réunirent pour une réunion importante. Les maîtres de Jimban et de Go étaient présents pour discuter des terribles crimes commis par les démons dans un village voisin. L'aîné encouragea chacun à unir ses forces pour vaincre les démons et rétablir la paix dans la région. Tous les chefs acceptèrent de combattre ensemble. Après la réunion, Jimban apprit de son maître que la chasse aux démons allait bientôt commencer. Excité, il courut vers Go et la défia de voir qui parviendrait à vaincre le plus d'ennemis. Au même moment, Suji conseilla aux démons pacifiques de rester à distance, de peur d'être pris dans le combat. Le démon loup remarqua la gentillesse de Suji envers les démons inoffensifs et engagea la conversation avec elle. Alors commença la grande bataille entre humains et démons. Durant le combat, le maître de Go annonça plus tard à Jimban qu'elle avait remporté le défi. Jimban expliqua qu'elle avait perdu uniquement parce qu'elle avait été blessée en protégeant Go d'une attaque surprise des démons. Après la défaite des démons, le démon loup s'adressa à son chef et le supplia de lui accorder une seconde chance. Le chef accepta, mais lui confia une dernière mission. Cette fois, le démon loup devait tuer le chef de l'Alliance humaine, Shal, et Chifangin. S'il échouait à nouveau, il ne pourrait plus jamais retourner dans son monde. Un jour, alors que Jimban et Go passaient du temps ensemble, ils entendirent soudain un cri. Ils se précipitèrent sur les lieux et découvrirent un homme déjà grièvement blessé. Au moment où l'homme s'apprêtait à les avertir, le démon loup apparut et l'attaqua par derrière. Go tira rapidement Jimban du danger. Ils découvrirent bientôt que le démon loup recherchait l'aîné. Go décida d'essayer d'arrêter le démon seul, tandis que Jimban reviendrait avertir son maître. Mais Jimban désapprouva son idée, et les deux hommes commencèrent à se disputer. Avant qu'ils puissent décider quoi faire, le démon loup attaqua de nouveau et les combattit tous les deux. Malgré leur résistance, le démon était trop fort et les vainquit. Il s'empara ensuite de Go et la prit en otage pour forcer Jimban à apporter le cadeau à l'aîné. Jimban fit discrètement signe à Go de lui faire confiance et conduisit le démon dans une grotte, lui annonçant que l'aîné s'y trouvait. Ils s'enfoncèrent dans la grotte jusqu'à une porte. Juste avant de l'ouvrir, Jimban ferma les yeux et ne dit rien. Go comprit ce qu'il manigançait, alors elle ferma également les yeux et garda le silence. Lorsque Jimban ouvrit enfin la porte, une lumière intense se répandit, aveuglant le démon loup. Go saisit l'occasion et poussa le démon vers Jimban. Jimban le jeta rapidement par la porte de la grotte, où se trouvait une falaise abrupte de l'autre côté. L'endroit où il se trouvait était le même que Jimban et Go avaient découvert lorsqu'ils étaient enfants. Cet endroit est également chargé de souvenirs précieux pour eux deux, car c'est là que Jimban avait demandé Go en mariage. Mais avant qu'il ne puisse ressasser le passé, le démon loup remonte la falaise. Alors qu'il s'apprête à attaquer, Go intervient et le renverse à nouveau. Se sentant faible, Go s'assoit pour se reposer. Cependant, quelques secondes plus tard, le sol sous ses pieds commence à se fissurer. À ce moment-là, Suji réalise que quelque chose ne va pas. Alors que Go commence à tomber, Jimban tend la main et la saisit. Go, se sentant coupable pour Jimban et voulant le sauver, choisit de lui lâcher la main pour ne pas tomber avec elle. Elle aimerait qu'il reste en vie. Jimban, accablé de chagrin et réticent à continuer, tente de tomber avec elle. Mais Suji arrive à temps et le sauve. Il le supplie de secourir Go également. Croyant qu'elle est encore en vie, Suji se lance rapidement à sa recherche. Lorsqu'elle retrouve Go, Suji réalise la gravité de ses blessures et comprend à quel point elle est blessée. Après l'avoir aidé, Suji se lance à la recherche du démon loup. Lorsqu'elle confirme qu'il est responsable de l'attaque contre Jimban et Go, elle se venge. Quelques jours plus tard, Jimban apprend que Go s'est enfin réveillé et décide d'aller la voir. Mais avant qu'il n'atteigne sa maison, Suji l'arrête et lui parle. Elle lui explique la vérité sur l'état de Go. Bien qu'il lui ait sauvé la vie grâce à une puissante pilule magique, une part de son âme lui manque encore. De ce fait, ses émotions et ses souvenirs sont affectés. Elle pourrait ne plus se souvenir de Jimban et ne plus ressentir de bonheur ni d'autres sentiments normaux. En entendant cela,
Jimban se sent responsable de ce qui est arrivé à Go. Suji lui explique que ce genre de tragédie a toujours fait partie de son destin. Chaque vie est vouée à la souffrance. Lorsque Jimban arrive enfin chez Go, il ne révèle pas sa véritable identité. Il se fait passer pour un étranger désireux de rencontrer l'héroïne qui a vaincu le démon loup. 3 mois plus tard, Jimban découvre que Go envisage de quitter le village. Il la suit et découvre qu'elle souhaite voyager pour tenter de retrouver ses souvenirs perdus. Les années passent, Jimban prend un nouveau nom, Sanfan, et fonde la secte Wuding. Go fonde plus tard la secte Amei. À partir de ce moment, ils ne se reverront plus jamais. Peu après la fin de ce souvenir, Feng se réveille. Il demande rapidement à l'aubergiste combien de temps il est resté inconscient. Se remémorant tout de sa vie passée, il comprend qu'il ne veut pas que le même sort se reproduise. Sans hésiter, il enfonce une lame dans sa poitrine pour libérer à nouveau son pouvoir caché. Dès que son énergie est activée, Suji et Ziba la ressentent immédiatement. Feng se précipite vers le bâtiment pour sauver Go Shuang. Sa barrière protectrice s'affaiblit sous les attaques du démon loup. Une fois à l'intérieur, Feng utilise une technique ancestrale pour la localiser rapidement. Il suit son énergie et l'atteint juste au moment où la barrière se brise. Avant que le pouvoir du démon ne l'atteigne, Feng l'attire en sécurité. Le démon loup tente de l'attaquer à nouveau, mais le coup reste sans effet sur Feng. Feng riposte, repoussant le démon et créant une chance de s'échapper. Prêt à tout pour survivre, le démon tente à nouveau de s'emparer du corps de l'aubergiste. Mais cette fois, l'aubergiste, furieux de la destruction de son lieu, résiste. Il refuse de se laisser totalement contrôler par le démon. Le démon loup riposte et finit par forcer l'esprit de l'aubergiste à sortir pour prendre le contrôle total. Peu après, Suji arrive et attaque le démon loup sans perdre de temps. Pendant ce temps, Feng porte Go Shuang blessé et tente de l'emmener à l'hôpital. En chemin, il rencontre Suji. Mais à leur approche, Go Shuang s'évanouit à nouveau. Feng s'inquiète vivement de la gravité de ses blessures. Il supplie Suji de la sauver, comme il l'avait déjà fait. Suji se souvient de ce moment et de la façon dont elle l'avait blessé. Soudain, Ziba et Yan apparaissent. Suji leur dit d'emmener Go Shuang chercher de l'aide. Après leur départ, Feng s'évanouit à nouveau, épuisé et stressé. À son réveil, il se retrouve allongé sur le bord de la route, Suji à ses côtés. Au bout d'un moment, la forte pluie cesse et le soleil commence à se lever. Ils décident de retourner ensemble au dortoir. En marchant, Feng dit se souvenir de tout ce qui s'est passé auparavant. Suji lui demande alors de quelle vie passée il se souvient. C'est à ce moment-là que Feng découvre la vérité, il a vécu de nombreuses vies différentes. Ailleurs, Ziba confie à Yan une nouvelle mission, aider Go Shuang dans sa mission. Mais alors que Feng utilise à nouveau son pouvoir caché, un autre groupe mystérieux découvre son existence et se lance à sa recherche. Feng développe une forte fièvre après avoir été exposé à la pluie la nuit précédente. Peu après, Suji lui rend visite et lui apporte un médicament spécial appelé l'arme de dragon pour faire baisser la fièvre. Feng veut poser beaucoup de questions, mais se sent trop faible pour en dire plus. Suji n'est pas seule. Elle est accompagnée d'une femme nommée Yuan, qui lui a donné l'alarme du dragon. Suji parle doucement à Yuan, lui disant qu'elle s'inquiète car il est de plus en plus difficile de cacher la véritable identité de Feng. Pendant ce temps, Yan demande à un élève d'annoncer le courage de Feng à toute l'école. L'annonce indique que Feng a aidé à éteindre un incendie dans une auberge et sauvé une fille, ce qui lui a valu une récompense. Lorsque Feng apprend la nouvelle, il se réveille en sursaut. Il réalise alors que sa fièvre a complètement disparu. Pendant ce temps, Yan discute avec un vieil homme qui livre des colis. Cet homme est en fait le directeur de l'école, qui connaît Ziba. Il discute également de Feng. Plus tard, Feng se rend au restaurant avec ses amis pour payer un repas en remerciement, avec la récompense qu'il a reçue. En chemin, il rencontre Go Shuang. Elle supplie Feng de l'accompagner car elle veut qu'il rencontre son aîné. Ils se dirigent ensemble vers la salle du conseil des élèves. Une fois à l'intérieur, ils tombent nez à nez avec Yan. C'est seulement à ce moment-là que Feng découvre que Yan est en réalité le président du conseil étudiant. Un jour, alors que Feng et Suji sont ensemble, il rencontre Go Shuang en chemin. Elle lui dit que Yan veut parler à Feng. Feng se souvient de Yan comme de l'homme que Go Shuang lui avait présenté plus tôt, alors il lui demande ce qu'il veut. Go Shuang répond que c'est lié à l'entraînement de Feng. Ils se rendent dans la salle du conseil étudiant, où Yan lui dit qu'elle pense qu'il pourrait être celui qui possède l'œil de Yan. Feng, intrigué, demande ce que cela signifie. Utilisant de l'eau renversée sur le sol, Yan montre à Feng ce qui lui arrive. Yan explique que lorsque Feng a utilisé son pouvoir à 2 reprises, cela a suffi à révéler son identité. Maintenant, de nombreux yokais pourraient se lancer à sa poursuite. Yan explique que la secte taoïste a 2 objectifs. Le premier est de protéger Feng, une tâche qui incombe à Go Shuang. Le second est d'entraîner Feng à la magie, une responsabilité qui incombe à Yan. Feng doit apprendre à se défendre. Yan envoie ensuite Go Shuang à Ziba pour qu'elle puisse se reposer et récupérer complètement. Après avoir quitté la pièce, Yan offre une récompense à Feng. Il s'agit d'une carte de repas du restaurant de Monsieur Fat, d'une valeur équivalente à la première récompense. Feng est triste,
car il a déjà dépensé tout son argent pour régaler ses amis. C'est alors qu'il découvre que la secte taoïste est responsable de l'incendie et l'a aidé à devenir un héros. Yan emmène Feng dans un autre lieu appartenant à la secte taoïste. La zone est protégée par une barrière, empêchant tout yokai d'y pénétrer. Yan montre à Feng une technique magique appelée raffinement magique. À l'aide d'une petite feuille, Yan coupe un morceau de bois. Il explique à Feng qu'il doit maîtriser le raffinement magique avant d'utiliser une arme magique. Yan lui explique davantage, mais Feng ne comprend pas bien. Alors que Feng tente de comprendre la nouvelle technique, Suji entre silencieusement dans la zone. Feng est choqué de la voir, car c'est une yokai et ne devrait pas pouvoir entrer. Suji dit qu'elle n'est pas une yokai ordinaire. Elle voit Feng s'entraîner avec la feuille et essaie de faire de même. Elle y parvient facilement et dit à Feng qu'elle peut lui apprendre à utiliser la technique. Feng accepte immédiatement. Suji tient la main de Feng et le guide. Feng sent une étrange énergie circuler de sa paume dans son corps. L'énergie se répand en lui et il se sent se concentrer sur un point. Plus tard, Feng prend confiance et réessaie la technique. Cette fois, il y parvient, mais la feuille se brise, car il ne maîtrise toujours pas bien sa force. Feng comprend alors qu'il doit apprendre à utiliser son pouvoir correctement. Avant le départ de Suji, Feng lui dit qu'il veut lui offrir un repas en remerciement de son aide. Pendant ce temps, Go Shuang reste à proximité et écoute attentivement Feng et Suji. Feng continue de pratiquer le raffinement magique, mais ne parvient toujours pas à contrôler sa force. À chaque tentative, la feuille explose, le frustrant. Il libère accidentellement toute l'énergie dans l'herbe, provoquant une explosion autour de lui. Yan observe de loin et réalise soudain que Suji est dans sa chambre. Suji désapprouve la méthode d'enseignement de Yan à Feng. Elle pense qu'il est encore trop tôt pour lui enseigner le raffinement magique, car ils n'ont même pas terminé les tests pour déterminer si Feng possède réellement l'œil du Yang. Yan explique que ce type de magie ne peut être appris que par quelqu'un qui possède l'œil du Yang, et que si Feng est bel et bien l'élu, c'est le bon endroit pour commencer. Mais Suji s'irrite et répond qu'elle se fiche de l'œil de Yang, car elle souhaite seulement le bonheur de Feng. Plus tard dans la journée, Feng ne maîtrise toujours pas la technique. Sur le chemin du retour, il appelle Suji et l'invite à dîner. En se rendant au restaurant, il remarque une étrange vague verte au-dessus de la maison de Monsieur Fat. Lorsqu'ils se rencontrent, Feng lui raconte ce qu'il a vu. Suji explique qu'il s'agit d'une forme de magie appelée champ de décomposition. Cette magie fait pourrir les aliments de l'intérieur, même s'ils paraissent frais à l'extérieur. Une fois activée, elle peut lentement tout gâcher. Feng craint que leur nourriture ne se gâte, mais Suji explique que l'effet prend quelques jours à se manifester. En attendant leur repas, ils reconnaissent le serveur. C'était l'ancien concierge. L'homme reproche à Feng d'avoir perdu son emploi. Feng aperçoit également un cerf à côté du serveur et comprend qu'il s'agit du gérant du restaurant sous sa véritable forme. Le lendemain matin, Go Shuang apporte le petit déjeuner à Feng. Les colocataires partent pour leur laisser un peu d'intimité. Elle découvre que Feng doit retrouver Yan plus tard et décide de l'accompagner après les cours. À l'heure du déjeuner, les amis de Feng préfèrent manger ailleurs, n'appréciant pas la cuisine du restaurant de Monsieur Fat. Mais Feng n'a qu'une carte de repas valable pour ce restaurant, alors il y retourne. Cette fois, il ressent la véritable horreur de la nourriture. Après le repas, Feng et les autres rencontrent Yan. Feng voit de nombreux champs verts en décomposition autour. Go Shuang remarque que Feng peut les voir sans lunettes spéciales. Yan explique que c'est grâce à l'entraînement de Feng. Pour résoudre le problème, ils devront utiliser un champ magique spécial appelé champ de purification. Ils prévoient également de placer des marques arcaniques aux quatre coins de l'école. Ils veulent commencer le travail le deuxième jour et, pour tester les compétences de Feng, décident de l'inclure dans la mission. Comme il leur manque encore une personne, Feng suggère Suji et Yan accepte. De retour au dortoir, Feng trouve ses camarades souffrant de maux d'estomac à cause de la nourriture. Il court à l'infirmerie de l'école chercher des médicaments. Là, il rencontre le docteur Yuan. Elle le reconnaît immédiatement. Le médecin lui donne le médicament dont il a besoin et, avant son départ, une larme de dragon pour soulager ses maux d'estomac. Le lendemain, après avoir pratiqué le raffinement magique à maintes reprises, Feng parvient enfin à exécuter la technique correctement, sans faire exploser la feuille. Plus tard, il retrouve les 3 autres membres pour planifier minutieusement la création du champ de purification. Le jour de la mission, il trouve rapidement les 4 points d'énergie nécessaires à l'installation du champ. Cependant, le yokai qui a créé le champ de décomposition sent quelqu'un tenter de le supprimer. Alors que le groupe commence à activer le champ de purification, Feng fait accidentellement exploser le talisman à côté de lui. Go Shuang demande alors à Feng d'utiliser une application taoïste spéciale créée par la secte. L'application contient plusieurs talismans, dont le talisman du dieu du tonnerre. Feng est surpris d'apprendre qu'il doit la payer, mais comme ils doivent accomplir la mission, il utilise ses économies pour l'acheter. Alors qu'il s'apprête à effectuer le paiement, Suji et les autres sentent une puissante présence approcher. Ils réalisent qu'un yokai se dirige droit vers Feng. Suji quitte aussitôt sa position et court vers Feng. Le yokai arrive et se révèle être le propriétaire du restaurant de Monsieur Fat. Peu après, sa véritable forme apparaît, un esprit champignon vénéneux. Feng découvre que cet esprit est responsable de la propagation des champs de décomposition dans plusieurs restaurants,
ce qui explique pourquoi ses amis sont tombés malades après avoir mangé au restaurant. En tentant de se battre, Feng ne réalise pas qu'il a sélectionné plus de talismans que nécessaire sur l'application. Le yokai attaque et, bien que Feng parvienne à bloquer le coup, la force le projette au loin. L'ennemi l'attrape alors et tente de le forcer à manger le champignon vénéneux. Mais, peu après, un autre homme apparaît et empêche l'esprit de lui faire du mal. Les deux hommes se battent, et l'étranger triomphe rapidement de l'esprit champignon grâce à un objet puissant appelé la perle du nuage de tonnerre. Après la victoire, il s'approche de Feng et l'aide à se relever. À l'arrivée de Suji, il se cache rapidement pour qu'elle ne le voie pas. Il recommence le processus de purification. Lorsque Feng vérifie l'application pour voir le talisman qu'il a acheté, il est choqué de découvrir qu'il en a accidentellement acheté 99. Il tente d'annuler la commande, mais l'application l'en empêche. Il décide alors de les utiliser tous d'un coup. Une explosion massive détruit le restaurant de Monsieur Fat, situé juste à côté. Heureusement, la purification réussit. Tous les champs de décomposition autour des stands et des restaurants sont éliminés. Suji et Go Shuang se précipitent pour voir si Feng va bien. Mais à ce moment-là, l'esprit champignon revient à l'attaque. Suji et Go Shuang interviennent pour protéger Feng. Yan arrive également et tente de parler à l'esprit. Grâce à cela, ils parviennent à mettre fin au combat pacifiquement et à résoudre le problème. En rentrant chez lui, Feng laisse tomber son téléphone portable par accident. L'impact est si violent qu'il le surprend. Yan soupçonne Feng d'avoir utilisé un raffinement magique sans s'en rendre compte. Comme pour la feuille, le téléphone se réduit en cendres. Plus tard, Yan rend visite à Ziba et rapporte ce qu'il a observé à propos de Feng. Puisque Feng était capable d'utiliser 99 talismans simultanément, Yan estime qu'il y a 90% de chances qu'il possède réellement l'œil du Yang. Ziba lui conseille de continuer à observer Feng attentivement, surtout maintenant que des signes indiquent que l'œil du Yang a été activé. Un jour, alors qu'ils déjeunent ensemble, Yan et Go Shuang rient en voyant le nouveau téléphone portable que Feng a acheté pour remplacer celui qu'il a perdu. Feng remercie Yan, persuadé que la secte taoïste a payé pour les dégâts causés lors de l'explosion du restaurant. Mais il est surpris d'apprendre que la secte ne couvrira que la moitié des frais et qu'il devra payer le reste. Lorsqu'il découvre le montant qu'il devra payer, Feng est complètement découragé. La secte s'attendait à cette réaction et prépare donc un nouveau contrat. Cet accord est valable pour les 4 prochaines années, le temps que Feng poursuive ses études universitaires. Yan explique que Feng doit seulement travailler comme disciple à temps partiel et participer aux missions qui lui sont assignées. Pour chaque mission, il recevra une récompense. Go Shuang explique également que le contrat comprend un salaire fixe. Selon le contrat, 60% de ses gains serviront à payer les dégâts, 30% à couvrir les frais de formation et seulement 10% lui seront directement versés. Peu de temps après, ils apprennent aux informations que l'école où ils étudient est en train d'être démolie et sera transférée à l'université du district de Qifa. Feng apprécie l'idée de déménager dans cette nouvelle université, mais Go Shuang et Yan pensent que c'est une mauvaise décision. Il s'avère que l'acheteur du terrain et responsable des démarches administratives est un homme d'affaires qui est en réalité un yokai, ce qui explique la vive réaction de Yan et Go Shuang à la nouvelle. Un jour, alors que Feng se promène dans la rue avec un ami, il voit passer Suji et Yuan. C'est la première fois que Yuan se présente officiellement à Feng. Suji l'informe qu'elle sera absente 2 jours et lui demande de bien se tenir pendant son absence. Avant de partir, Feng lui parle de l'offre de la secte taoïste et lui demande si tout va bien. Il se souvient de sa vie passée et sait que c'est Suji qui l'a formé. Mais elle dit n'y voir aucun inconvénient. En fait, elle souhaite que Feng vive la vie en laquelle elle croit. Plus tard, lorsque Feng retourne à la résidence, son ami lui montre une application appelée My Girlfriend. L'application met en scène une fille dotée d'une intelligence artificielle qui parle très naturellement, comme une vraie personne. Feng envisage lui aussi de télécharger l'application, mais son téléphone actuel n'est plus un smartphone, ce qui l'empêche de le faire. Pendant ce temps, Lei Shen, l'homme qui l'avait aidé auparavant, utilise également l'application. Son disciple, un homme âgé, tente de l'en empêcher, sachant que l'application lui draine son énergie. Lei Shen en est déjà conscient, mais ne s'en inquiète pas, persuadé que sa force vitale est suffisante. La femme à l'intérieur de l'application est également une sorte de yokai, car avec autant de personnes utilisant le programme, elle se sent revigorée. Après plusieurs heures de voyage, Suji et Yuan atteignent enfin leur destination, une grotte. Yuan donne à Suji un cristal de jade qu'elle peut utiliser pour envoyer un signal en cas de problème à l'intérieur. Yuan prévoit de rester dans un village voisin jusqu'à ce que Suji termine sa mission dans la grotte. Le lendemain matin, Feng se réveille surpris de trouver Go Shuang déjà dans sa chambre, le petit déjeuner préparé pour lui. En fait, elle profite de l'occasion pour rester à ses côtés et le protéger. Les autres amis de Feng sont toujours à la maison, et Suji est absent. Un ami de Feng, également présent dans la pièce, fait semblant de dormir, mal à l'aise face à la situation. Finalement, il doit se lever pour aller aux toilettes. Après le petit déjeuner, Yan et Go Shuang emmènent Feng au siège de la secte taoïste pour un examen médical. Feng s'attend à ce que ce soit dans les montagnes, mais il est surpris d'arriver devant un grand bâtiment appelé Dawn Pharmaceuticals. La première étape de l'examen consiste en une prise de sang, suivi d'un scanner,
auquel Go Shuang l'accompagne. La secte prévoit d'analyser le sang de Feng afin de recueillir des données importantes. Les résultats révèlent que son niveau d'énergie spirituelle est extrêmement élevé, ce qui ravit Ziba. Peu après, une femme arrive pour lui communiquer les résultats de l'imagerie complète. Les données révèlent que le centre énergétique de Feng est scellé et que l'énergie qu'il contient dépasse les capacités de mesure des machines. De ce fait, la femme confirme que Feng est bien porteur de l'œil du Yang. Peu après, le directeur de l'école contacte Ziba pour l'informer d'un avis concernant la démolition de l'école. En quittant le bâtiment, Yan informe Feng qu'il reste une dernière chose à faire, une tradition pour les nouveaux membres de la secte. Yan présente Feng au reste du groupe, puis Go Shuang et lui partent rapidement, prétextant une autre enquête à mener. Dès leur départ, les autres membres de la secte entament un rituel d'initiation qui implique de frapper Feng. Pendant ce temps, Ziba et le directeur de l'école se rencontrent. Avant d'aborder la raison de la visite de Ziba, ils discutent des résultats des examens de Feng et conviennent qu'il possède bel et bien l'œil du Yang. Ils discutent ensuite de la démolition de l'école. Le directeur demande une faveur à Ziba: si son plan échoue, il aimerait participer à une offre pour l'acquisition de la société Dong Pharmaceuticals. Ziba accepte sans objection. Le directeur mentionne également qu'il aimerait présenter une fille de sa famille à Ziba, espérant qu'il sera intéressé. Mais Ziba invente une excuse et prétexte qu'il a un autre engagement. Plus tard, après que Feng se soit lavé le visage, son ami apparaît à son tour, le visage tuméfié par les coups reçus. Il s'avère qu'il a été puni pour avoir vendu des disques illégaux. Cette nuit-là, alors que Feng se prépare à aller au lit, il vérifie son téléphone et se sent un peu inquiet, car Suji ne lui a pas encore envoyé de message. Il ignore qu'elle a presque terminé sa mission dans la grotte. Pendant ce temps, Yuan assiste à un drame triste pour se calmer. Ses larmes se transforment en larmes de dragon, qu'elle vend à la taille voulue. Après le spectacle, elle découvre un reportage sur la démolition de leur école. Le lendemain, Yan observe Feng poursuivre son entraînement. Feng apprend rapidement à se battre et commence à utiliser le raffinement magique avec différentes armes. Vers midi, Yan interrompt l'entraînement et apporte à Feng un repas préparé par Go Shuang. Comme elle est en mission, Yan est responsable de la livraison. Après une pause de 20 minutes, Yan annonce que l'entraînement continue et qu'il lui enseignera plus personnellement. Ailleurs, les assistants de l'échelle s'inquiètent car ils discutent sans cesse avec la femme Yoke qui vit dans l'application My Girlfriend. Soudain, l'échelle révèle ce qu'il ressent. Doté du jeune œil, il est irrité par la prise de conscience de son étrange comportement envers les femmes. Depuis son plus jeune âge, il a du mal à parler aux filles, mais la femme sur l'application l'écoute et le traite avec gentillesse. Ses disciples ne peuvent plus l'arrêter et sont frustrés. Ils veulent affronter directement la femme Yoke, mais elle n'a pas de corps physique. Le plus âgé d'entre eux a l'idée d'essayer d'entrer dans sa dimension. Après la pause, l'entraînement de Feng reprend. Lorsqu'il trouve une opportunité d'attaquer, il utilise le raffinement magique sur son arme, mais Yan l'esquive facilement. Yan explique à Feng que n'utiliser que des attaques puissantes est risqué, car cela affaiblit ses défenses. Il félicite néanmoins Feng pour ses efforts et ses progrès. Au même moment, la femme Yoke commence à soupçonner le comportement de Yan. Il n'utilise jamais les appels vocaux et ne communique que par SMS. Elle n'y prête pas beaucoup d'attention, car de nombreux hommes tentent de lui parler. En enfilant son uniforme, elle réfléchit à ce qui pourrait lui manquer dans la vie et se demande qui elle est vraiment. Soudain, elle aperçoit les disciples de l'échelle qui tentent d'entrer dans sa dimension. Une fois arrivés, elle leur demande comment ils sont entrés et s'il existe une issue. Les hommes l'accusent d'user de ses charmes pour contrôler leur maître. L'un d'eux l'attaque, mais le coup reste sans effet car son corps est encore en phase d'adaptation. Elle ne comprend pas pourquoi il pense qu'elle fait quelque chose de mal. Les hommes expliquent qu'elle draine l'énergie de l'échelle, mais elle persiste à nier. L'un d'eux s'énerve et la gifle. Pendant que Feng et ses amis mangent, ils discutent de la mission actuelle de Go Shuang. Ils découvrent qu'elle enquête sur l'application My Girlfriend car les utilisateurs présentent d'étranges symptômes. D'après les informations recueillies, deux causes possibles sont possibles, une chute soudaine de glycémie ou une perte d'énergie vitale. Cependant, la seconde hypothèse semble plus probable. Go Shuang demande alors à Feng de tester l'application et de voir ce que cela fait de parler à la femme. Dès qu'elle le salue, l'application passe en mode maintenance. Go Shuang est surprise, et commence à se demander ce qui se passe, ignorant qu'à ce moment précis, quelqu'un attaque la femme Yoke dans sa dimension. Même après les attaques de l'aîné, rien n'affecte la femme Yoke. Il essaie à nouveau, mais échoue toujours à infliger des dégâts. Soudain, elle crée une scène comme si elle s'apprêtait à se produire. La compagne de l'aîné est enchantée par sa beauté, ce qui commence à inquiéter l'aîné. La femme annonce alors à tous les utilisateurs de l'application qu'elle donnera un spectacle en ligne le lendemain. Plus tard, Feng retourne au dortoir, prévoyant d'avertir son ami de l'existence de l'application, mais il réalise qu'il est déjà faible et épuisé. Malgré cela, son ami est excité par le spectacle à venir, et Feng ne peut l'en empêcher. Le lendemain matin, Go Shuang apporte le petit déjeuner dans la chambre de Feng. Il réalise que son ami n'a pas dormi de la nuit car il attendait le spectacle. Feng veut lui parler, mais Go Shuang l'en empêche. Elle prévient que si la femme Yoke le voit,
la situation pourrait empirer. Elle réalise qu'une grande partie de son énergie vitale a déjà été drainée. C'est la première fois qu'elle constate des dégâts aussi importants. Elle demande alors à Feng de retrouver Yan au bureau du conseil étudiant pendant qu'elle enquête. Lorsque Feng explique tout à Yan, il en déduit que la femme de l'application a commencé à absorber plus d'énergie qu'avant pour augmenter sa puissance plus rapidement. Yan souhaite lui parler pacifiquement, si possible, mais confie la mission à Feng. Il lui donne également un smartphone spécial pour cette tâche. Yan l'avertit que si la situation devient dangereuse ou si la femme Yoke attaque, Feng devra jeter le téléphone le plus loin possible. Lorsque Feng engage la conversation avec la femme via l'application, il va droit au but et affirme savoir ce qu'elle fait. Cela la met en colère. Elle l'accuse de collaborer avec l'aîné, ce qui surprend Feng. Soudain, elle commence à absorber son énergie. Yan s'empare rapidement du téléphone de Feng, le jette et le détruit. Peu après, Go Shuang arrive et informe Yan que le nombre de personnes affectées par l'application a considérablement augmenté depuis la nuit précédente. L'aîné apparaît alors avec un compagnon et partage leur histoire. Ils étaient entrés dans la dimension de la femme Yoke, mais seuls deux ont réussi à s'échapper. Ils ignorent toujours ce qui est arrivé aux deux autres membres du groupe qui sont également entrés. Après avoir entendu toute l'histoire, Yan comprend que ces hommes sont la cause de la colère de la femme Yoke. Désormais, il n'est plus possible de tout résoudre par des mots. Ils doivent préparer un rapport de dégâts pour le chef ou l'envoyer directement au siège de la secte. C'est à ce moment-là que Feng apprend enfin la vérité sur l'œil de Yang. Le vieil homme et son compagnon furent stupéfaits de découvrir que Feng était le porteur de l'œil. Comme Feng ne comprenait toujours pas bien ce que cela signifiait, Go Shuang le lui expliqua plus calmement. Yan demanda alors au vieil homme comment ils avaient réussi à pénétrer dans la dimension de la femme Yoke, mais conscient du risque encouru, ils convinrent tous de ne pas répéter cette méthode. Ils décidèrent plutôt de chercher un moyen plus sûr d'entrer. Yan commença à élaborer un nouveau plan et demanda à Go Shuang l'heure exacte du concert en ligne. Pendant ce temps, après avoir terminé sa mission dans la grotte, Suji envoya un signal à Yuan, lui demandant de venir la chercher. Avant de partir, Suji montra à Yuan le résultat de son travail, puis tous deux se rendirent chez Suji pour se reposer. Une fois arrivé, Yuan remit à Suji le noyau énergétique d'un petit esprit décédé dans un accident, lui demandant de l'absorber pour récupérer une partie de l'énergie perdue. Plus tard, en regardant les informations, ils découvrirent l'histoire de plusieurs hommes hospitalisés pour cause de faiblesse extrême. Suji s'inquiéta et décida de retourner immédiatement à l'école pour enquêter. Pendant ce temps, Feng reçut un appel de ses parents, qui lui demandèrent comment il allait, n'ayant pas eu de leurs nouvelles depuis un moment. Feng apprit qu'il prévoyait de lui rendre visite, ce qui le rendit nerveux, car ils découvrirent que le téléphone portable qu'il lui avait donné était cassé. En entrant dans sa chambre, Feng vit ses amis se préparer pour le spectacle en ligne, mais il partit rapidement car il devait retrouver Yan et Go Shuang pour commencer la mission. Dans le bureau du conseil des élèves, un grand écran était installé dans la pièce. Yan demanda à Go Shuang de rester dehors pour les soutenir pendant que les autres entraient dans la dimension. Avant d'entrer, Go Shuang leur donna à chacun un talisman qui les protégerait de la douleur pendant 2 heures. Lorsque le vieil homme utilisa ses pouvoirs, aucun d'eux ne ressentit quoi que ce soit. Ils réussirent à entrer dans la dimension et purent encore communiquer avec Go Shuang. Lorsque la femme Yoke apparut devant les spectateurs, Go Shuang la localisa rapidement. Cependant, juste au moment où le spectacle allait commencer, la connexion avec le monde extérieur fut rompue. La femme fut surprise de se retrouver entourée de talismans. Yan et les autres apparurent, expliquant qu'ils avaient coupé sa connexion avec le monde extérieur grâce à une technique spéciale. Peu après, les deux membres du groupe du vieil homme, piégés dans la dimension, apparurent. Mais ils étaient désormais complètement sous le charme de la femme Yoke. Malgré sa colère, le vieil homme s'inquiétait encore pour leur sécurité. Il les réprimanda, mais les renvoya dans le monde réel avant que leur corps ne soit endommagé. Soudain, la femme Yoke détruisit les talismans qui l'entouraient et libéra une puissante énergie. Au même moment, Suji apprit par Ziba la mission à laquelle participait Feng. Elle s'inquiéta d'apprendre que Feng pourrait ne pas revenir avant 6 heures, ce qui pourrait être dangereux. Elle appela immédiatement Go Shuang pour savoir où il était. Go Shuang tenta de la rassurer, lui disant que Feng allait bien et savait ce qu'il faisait, l'assurant que rien de mal ne lui arriverait. Cela aida Suji à se calmer un peu. Alors que Feng et Yan restaient dans l'autre dimension, ils furent attaqués par 4 disciples de la femme Yoke. Ils luttèrent pour se défendre. Au même moment, la femme Yoke tenta de rétablir le contact avec les spectateurs. Go Shuang alerta immédiatement Yan du changement de serveur en cours. Yan la pressa d'arrêter, mais elle ne put le faire à temps. Dès que la connexion fut rétablie, les ennemis combattant Feng et Yan disparurent. La femme Yoke reçut une énergie considérable grâce à ce soutien. Un disciple de l'échelle trouva le maître inconscient et le rapporta immédiatement au vieil homme, qui venait de réveiller les 2 disparus du groupe. Ils découvrirent également que de nombreux autres hommes s'étaient récemment évanouis,
et même Go Shuang fut choqué par la gravité de la situation. Le vieil homme alla la voir et lui expliqua l'état actuel de les chaînes. Elle lui demanda s'il pouvait encore ouvrir un chemin pour ramener Feng et Yan. Le vieil homme répondit que oui, mais que le portail ne serait assez puissant pour ramener qu'une seule personne. Dans la dimension, Yan activa son arme magique, l'épée Shen Yuan, et attaqua la femme Yokai, qui se défendit facilement. Alors qu'elle s'apprêtait à riposter, Yan lança une nouvelle attaque. Ils commencèrent à se battre avec acharnement, sous le regard de Feng. Durant la confrontation, Go Shuang appela Yan pour lui donner des nouvelles de les chaînes, et le vieil homme répéta qu'un seul d'entre eux pourrait être ramené. Après réflexion, Yan décida de sauver Feng et le lui annonça. Il fit ensuite ses adieux à Go Shuang, prêt à affronter seul le danger. Go Shuang avertit Ziba du plan de Yan. Ziba envoya alors un message à Yan, l'exhortant à ne pas se précipiter et lui promettant de trouver une autre solution. Plus tard, Feng parla à Go Shuang, qui lui indiqua l'endroit où le vieil homme préparait le portail. Pendant ce temps, Yan et l'esprit du téléphone continuaient de se battre avec acharnement. Yan tenta de la calmer, lui demandant de cesser d'absorber l'énergie de ses fans, les avertissant que cela pourrait les tuer. La femme ne le crut pas, pensant que ses fans se souciaient sincèrement d'elle. Yan lança alors une puissante attaque qui la renversa. Lorsqu'elle tenta de riposter, il utilisa le pouvoir divin de Xinwu pour l'arrêter. Yan et Feng s'enfuirent, sachant qu'elle se rétablirait rapidement grâce à l'énergie qu'elle avait absorbée. Et Yan avait raison, car en quelques minutes, elle reprit pied, faisant perdre connaissance aux amis de Feng. Alors qu'ils approchaient de l'endroit indiqué par Go Shuang, l'épée magique de Yan revint vers lui. Le vieil homme commença à ouvrir le portail, et dès qu'il apparut, Feng se précipita vers lui. Lorsque le vieil homme l'attrapa, Feng comprit enfin que Yan avait prévu de rester en arrière et d'affronter seule la femme Yokai. Refusant le sacrifice de Yan, Feng se libéra de l'emprise du vieil homme et revint à son secours. Le vieil homme perdit connaissance à cause d'une surconsommation d'énergie. Go Shuang appela immédiatement Ziba et lui raconta tout ce qui s'était passé. Ziba se mit à la recherche de quelqu'un possédant les pouvoirs du vieil homme. Tandis que Go Shuang essayait de l'aider à se rétablir, Suji accourut. Voyant l'état de blessure et d'épuisement de Feng, elle devint furieuse contre Go Shuang et blâma toute la secte taoïste pour avoir laissé cela se produire. Yuan apparut et expliqua qu'il existait un moyen d'aider Feng et Yan à rester plus longtemps dans l'autre dimension, utiliser des larmes de dragon. Ils leur donnèrent donc les larmes à avaler. Yan, utilisant désormais toute sa force, la femme Yokai commença à lutter. Alors que Feng approchait du lieu du combat, il sentit ses propres pouvoirs s'activer. Au moment où Yan s'apprêtait à porter le coup fatal à la femme Yokai, Feng sursauta et bloqua l'attaque. Surpris, Yan réprimanda immédiatement Feng pour son interférence. Feng le supplia d'essayer de parler à la femme d'abord. Yan accepta et lui tendit le casque. Feng s'approcha de la femme et commença à lui expliquer d'où venait réellement son énergie et comment elle nuisait à ceux qui la soutenaient. La femme resta incrédule. Feng demanda alors de l'aide à Go Shuang, qui lui révéla le véritable état des victimes. Après cela, Feng tendit le casque à la femme Yokai et, pour la première fois, elle vit les personnes qui s'étaient évanouies à cause d'elle. Réalisant l'énergie qu'elle avait drainée de ses disciples, la femme fut profondément bouleversée. À ce moment-là, elle cessa enfin de drainer l'énergie des utilisateurs de l'application. Cependant, un nouveau problème surgit, il devait trouver un moyen de revenir au monde réel. Heureusement, la femme Yokai avait encore assez de puissance pour restituer l'énergie volée. Ils décidèrent donc de restituer d'abord celle de les chaînes, seule capable d'ouvrir le portail pour les faire sortir. Après l'avoir aidée, elle restaura également l'énergie des autres victimes. Cela fait, elle se changea et se prépara à un dernier spectacle. Feng tenta de l'en empêcher, car elle était déjà trop faible, mais Yan lui dit de la laisser faire. Yan savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps et que c'était son dernier moment pour faire ce qu'elle aimait avant de disparaître complètement. Ziba emmena les chaînes là où se trouvaient Feng et Yan. Pendant le trajet, les chaînes assista à la dernière performance de la femme Yokai. Après avoir chanté quelques minutes, elle laissa un dernier message à ses fans. À son arrivée au bureau du conseil étudiant, les chaînes transmirent rapidement l'énergie nécessaire au vieil homme. Au même moment, la femme Yokai disparut et la dimension environnante se décomposa. ChatGPT a dit, la jeune Yokai réalisa qu'elle était sur le point d'être écrasée par l'effondrement de l'espace autour d'elle, mais Feng parvint à la sauver in extremis. Yan utilisa son arme magique pour créer un bouclier protecteur. Les chaînes ouvrit le portail et, en le franchissant, fut choqué de voir la dimension entière s'effondrer. Yan attrapa Feng, tentant de le sortir, mais Feng refusa d'abandonner la jeune Yokai. Lorsque Yan et les chaînes se retrouvèrent face à face, les chaînes vit enfin la jeune fille affaiblie et entra en colère. Yan tenta d'expliquer ce qui s'était passé, mais à cet instant, un éclair les frappa tous les deux. L'impact projeta les chaînes dans le monde réel. Yan réussit également à s'échapper, mais Feng resta dans la dimension. Feng resta aux côtés de la jeune Yokai et l'encouragea à ne pas abandonner. Il l'exhorta à résister et à attendre les secours. Lorsqu'elle tenta de tenir la main de Feng, son corps commença à disparaître. Dès que Yan se réveilla, il se précipita pour tenter de sauver Feng. Il retourna dans la dimension, mais la jeune fille avait déjà disparu. Yan trouva Feng,
lui prit la main et le ramena dans le monde réel. Lorsque Feng réintégra son corps, Suji courut vers lui et le serra fort dans ses bras, soulagé de le voir sain et sauf. Peu après, Leshen revint à son tour et confirma que la jeune fille Yoke avait complètement disparu. Feng remarqua alors quelque chose qui brillait dans sa main. C'était l'âme de la jeune Yoke ou son code source. Suji eut une idée et demanda si Feng n'avait toujours pas de téléphone. Elle lui montra celui que Yoon lui avait donné et commença à lui expliquer son plan. Suji proposa un moyen de ramener la jeune Yoke sous forme physique. Elle expliqua que cela ne nécessiterait qu'une petite quantité d'énergie, et Leshen proposa volontiers son aide. Suji versa le contenu de la fiole spéciale dans le code source brillant. Feng plaça ensuite ce code dans son téléphone, et Leshen lui apporta un peu d'énergie. Soudain, le téléphone explosa et, juste devant eux, la forme humaine de la jeune Yoke apparut. Comme elle était nue, Go Shuang la recouvrit rapidement. Suji, perplexe, demanda pourquoi, au lieu d'un téléphone, une fille était apparue. Go Shuang expliqua que c'était parce que la fille venait de l'application My Girlfriend. En entendant cela, Suji éprouva des regrets et voulut récupérer le noyau énergétique. Mais la jeune fille Yoke comprit que c'était Suji qui lui avait donné cette énergie, et elle commença à appeler sa mère. Yan lui raconta également que Feng avait sauvé son âme et utilisé son téléphone portable pour lui donner un nouveau corps. La jeune fille se souvint alors de Feng dans l'autre monde et le serra joyeusement dans ses bras, l'appelant père. Feng la corrigea, et elle accepta de l'appeler maître. Leshen observa la scène et fut pris de jalousie. La jeune fille remarqua sa présence et se souvint qu'il avait été le premier à télécharger son application. Lorsqu'elle essaya de le toucher, Leshen s'écarta. Triste, pensant qu'il était en colère d'avoir absorbé son énergie, elle se mit à pleurer. Elle serra de nouveau Feng dans ses bras, qui ne put retenir son sourire. La jalousie de Leshen devint si intense qu'il s'éloigna en trombe. Avant de partir, Yuan demanda à Yan combien la secte taoïste paierait pour les larmes de dragon utilisées. Yan informa alors Go Shuang des dégâts causés à l'école, qui serait couvert par Leshen et la secte. Après cela, il partit à son tour. Feng se retrouva seul avec 3 femmes. Alors qu'il s'apprêtait à partir, la jeune fille Yoke lui proposa de l'accompagner. Go Shuang lui suggéra de se transformer en smartphone pour être plus utile. La jeune fille accepta immédiatement et demanda quel modèle de téléphone Feng aimait. Avant de se transformer, elle demanda à Feng de lui donner un nom. Feng réfléchit quelques secondes et la nomma Lingyi. Puis, elle se transforma en smartphone. De retour au dortoir, Feng trouva ses amis en pleurs après la perte de leur idole virtuelle préférée. Alors qu'il envoyait un texto à Go Shuang, Lingyi apparut soudainement. Ses amis entendirent sa voix, mais pensèrent qu'il s'agissait d'un simple fantasme. Ainsi se termina cette journée pour tous. Et voici la fin de la première partie de cette histoire. Aimez si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de vidéos.